Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois mon podcast Petit Homme et son agent Arnaud. Tommy a participé à Mixmania 2, il a fait partie de la distribution québécoise de la comédie musicale Footloose, Cirque du Soleil pour un contrat à Dubaï en tant que danseur acrobate. Il était en demi-finale de La Voix. Bro, c'est insane. Quart de finale. Quart de finale. Les fleurs, ça va, là. Et Arnaud, président de Ironic, une compagnie spécialisée dans l'accompagnement artistique, la production et l'édition musicale. Les boys, comment ça va? Yo, hey, ça va bien. Belle présentation. J'ai tout donné. J'ai tout donné. On a vu. Ça va bien, toi? Ben, ça va super bien. Je suis tellement content de vous avoir les deux. Vous me dites que c'est votre premier podcast, les deux ensemble. Ouais, ben j'ai fait quelques-uns de podcasts, mais je trouve que dans le projet que je vis, c'est la moitié de tout ce que je fais. Fait que je pense que ça va être vraiment intéressant de savoir tout le projet complet, comment que ça prend forme et tout, parce que je suis pas tout seul, puis c'est en équipe qu'on peut faire de grandes choses. Fait que je trouve ça important de faire ça avec lui. Mais je suis tellement content. Puis comment, on va partir avec la question, comment vous vous êtes rencontrés? Depuis quand c'est parti, ça, cette collaboration-là? 1 an et demi déjà. Ben, en fait, si tu veux, moi, avant, je travaillais pour une compagnie qui s'appelle Musicor, qui est du groupe Québécois. Puis je travaillais j'étais chargé de projet, je m'occupais particulièrement des gagnants et des perdants de La Voix. C'est-à-dire qu'après, ils arrivaient chez Musicor en contrat, donc ils avaient un contrat directement avec Musicor. Même s'ils ont perdu? Même s'ils ont perdu. En fait, si tu veux, à la base, quand tu fais La Voix, tu es obligé de signer tous les contrats, un 360, donc que ce soit musique, que ce soit l'édition musicale, la musique, le spectacle, absolument tout, et même le management. Ils prennent tous tes droits juste quand tu rentres dans l'émission. C'est une condition sine qua non. C'est-à-dire que sans ça, tu ne peux pas participer à l'émission. Habituellement, généralement, c'est avec Universal dans le monde entier, sauf exception faite du Québec où c'est avec Québécois. Et en fait, moi, je travaillais pour eux depuis à peu près 4 ans. Et j'étais la personne, comme j'ai fait de la télévision avant, j'étais la personne qui était le plus à même de pouvoir m'occuper des gens qui sortaient de la télé-réalité. Et en fait, donc, je travaillais sur La Voix et on s'est rencontrés comme ça. On s'est rencontrés parce que... Non, on ne s'était pas rencontrés sur La Voix. On ne s'est pas rencontrés sur La Voix, mais on s'est rencontrés parce que je travaillais sur le projet de savoir qui est-ce qu'on garde sur l'émission et sur l'édition de je crois que c'était la 8e édition. Avant Covid. Et puis, c'était de se dire, OK, qui est-ce qu'on va garder? Parce que vient toujours cette question, même si les gens ont perdu, tu vois, comme par exemple Félix Lemelin, il avait perdu, mais on l'avait gardé à l'époque. Oui, il y a les gagnants, mais il y a aussi d'autres personnes. Et là, la question était de savoir qui est-ce qu'on va garder. Et puis j'avais vu, moi, la prestation de Tommy. Je pense l'audition à l'aveugle, je pense. Ouais, c'était l'audition à l'aveugle. Et puis, j'avais fait des pieds et des mains pour dire, il faut absolument qu'on garde ce gars. Cool. Mais le truc est que... Et que voilà, après, on ne peut pas garder tout le monde. Il y avait des choix, donc on était en pleine discussion. Et... On était en plein COVID, en fait. L'émission avait comme arrêté pendant un moment. Avant, je pense qu'on avait tout fait les battles et tout. Puis quand on était rendu au live, le COVID est arrivé, fait qu'on a tout arrêté. Et je pense que c'est dans ce temps-là qu'on s'était rencontrés, non? C'était dans le temps où... C'était au mois de novembre, je me souviens, c'était fin... OK, non, c'était quand La Voix avait fini. On avait tout... Ah oui, c'est vrai. Il y a un moment où j'avais tout créé plein de trucs. La Voix est revenue. Je me fais éliminer. La saison finie, on a une gagnante et tout, et il y a Musicor qui me demande à me rencontrer. Et moi, Musicor, j'étais comme, OK, je connais, j'ai déjà des expériences avec eux, je suis comme, Puis finalement, on arrive dans les bureaux, puis on est autour d'une table, puis ce gars-là, Arnaud, j'avais entendu parler de lui, Raphaël Roy m'avait parlé de toi. Il y a plein d'artistes qu'on a le traumatisme des maisons de disques, mais Arnaud, son nom avait tout le temps été propre. Genre, il a tout le temps eu... Apparemment, j'ai bien les choses. C'est ça. Et là, je t'entends à la table, puis t'as lui qui est juste là, sur la table, puis qu'à chaque fois que je parle, il lit dans mes yeux, puis il essaie de comprendre. Puis à la fin du meeting, il fait juste me décrire ce qu'il a compris. Puis on dirait qu'il me décrivait d'une façon, ce que je fais, OK, fait que tu portes attention, t'es passionné, t'as l'air aussi fou que moi. Il y a de quoi. Fait que j'ai penché vers Musicor à ce moment-là à cause de lui, tu sais. Mais il y a une suite à ça. Ouais, mais il y a une suite à ça. Déjà, pour la petite histoire, c'est que moi, je rentrais de New York parce que j'étais à New York juste avant, puis on me dit, finalement, on rencontre Petit Homme, OK. Et en plus, tu sais, quand tu rentrais de New York ou quand tu rentrais d'un pays extérieur, tu étais en quarantaine. Donc, moi, finalement, ça faisait 2 jours que j'étais en quarantaine et j'ai dit, vous savez quoi? Fuck la quarantaine, je vais aller à mon meeting pour rencontrer ce gars. Parce que c'est compliqué, tu sais, quand tu rencontres un artiste pour la première fois, si tu es pas dans le meeting de base, c'est compliqué de pouvoir se rencontrer, puis de se présenter, puis d'expliquer qui tu es. Quand tous les éléments sont déjà posés,
bah, déjà, il n'y a plus des présentations à faire, donc c'est quand même cool. Puis là, c'est là où, en fait, on s'est rencontrés. Et puis, fort de ça, après, moi, j'étais le point de contact, en fait, de Tom. Il y a eu une histoire de contrat où, en fait, finalement, ça ne fonctionnait pas, donc on a rendu le contrat de Tom. Puis, il nous a envoyé des projets, puis on s'est dit, bah, finalement, on va peut-être le reprendre. Donc, dans cette partie-là, il était question qu'on signe des contrats avec Tommy et... Ça a pris 6 mois, je pense, j'ai eu le temps de partir avec le cirque en Égypte. Ouais. Puis j'étais comme, OK, ce mois-ci, il me faut le contrat, sinon je passe un autre appel. Et là, finalement, pendant 6 mois, on me retardait. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, j'ai d'autres offres, là. Moi, j'attendrai pas 1000 ans. Là. Puis à un moment donné, quand j'ai dit, ça suffit, je suis revenu d'Égypte, j'ai dit, je vous ai dit qu'en revenant, j'aimerais savoir les contrats. C'est fini, je dis, Arnaud, dis à Musicor que j'abandonne. Puis je fais, attends, on peut-tu prendre un café ensemble? J'ai de quoi te proposer. J'ai fait, OK, mais mon idée est faite, tu sais. Et j'étais chez toi que je suis allé pour ça. Oui, je suis allé chez toi. Ouais. Et là, il m'annonce que le gars, il est prêt à lâcher tout pour développer un truc avec moi. Oui, en fait, c'est ça. C'est que moi, mon processus, c'était que ça faisait déjà 5 ans que j'étais chez Musicor, que voilà, qu'au bout de 5 ans, je pense que j'avais fait le tour de la boîte et puis des projets. Tu sais, je me suis occupé quand même de beaucoup d'artistes et à un moment donné, j'avais envie de pouvoir être indépendant et justement, pour éviter d'avoir et d'attendre pendant 6 mois des contrats, à un moment donné, d'être indépendant et de ne dépendre que de soi-même, pour moi, c'était la liberté absolue. Et on va dans notre rythme et on... Puis voilà, et puis pour ça, je pense qu'il m'a fallu... C'était tout un processus et à un moment donné, quand tu rencontres quelqu'un et que tu te dis... OK, j'ai vraiment envie de travailler avec lui. Quand tu fais des pieds et des mains pour le rencontrer, quand tu fais tout pour pouvoir le rencontrer parce que tu as envie de travailler avec lui... et que tu vois qu'une fois de plus, peut-être que ça va t'échapper, que ça va pas marcher, tu as 2 choix. C'est est-ce que je saute à pieds joints dans de l'inconnu ou est-ce que, finalement, ou est-ce qu'on démarre quelque chose ensemble? Puis la vibe est bien passée. C'est ça. Et finalement, on s'est dit... fois, je pense, on s'est vu 3 fois. Puis au bout de la... fou, hein. Je pense que quand tu vois un gars qui est prêt à lâcher tout ce qu'il a aidé à construire avec, tu sais, t'avais 5-4, tu sais, il était placé beaucoup. Puis quand je vois un gars qui est prêt à tout laisser tomber pour travailler... Je suis comme, OK, fait que t'es aussi fou que moi. Genre, c'est là que tu réalises, OK, rencontrer 2 personnes dans une même énergie, puis prêt à tout pour que ça marche et travailler, c'est possible. Et là, c'est là que j'ai fait, OK, fuck toutes mes offres, on y va, man, on y va, juste à 2, puis on fonce. C'est ça, c'est qu'après, tu te dis, bon, OK, let's go, on y va. En fait, la question, c'est de se dire à 40 ans, qu'est-ce que j'ai à perdre, quoi. Qu'est-ce que je peux perdre? Outre le fait de pouvoir perdre une occasion de plus, de pouvoir me lancer en indépendant et de pouvoir faire quelque chose que j'aime et de pouvoir... Et puis voilà, puis on verra, peut-être que ça va durer 6 mois, mais c'est pas grave. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et je pensais que le jeu en valait la chandelle. Puis voilà, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que... des trucs. Presque 2 ans, Mais j'ai une question, là, je voulais vous poser plus tard, mais juste pour que je comprenne mieux, parce que moi et mon partner, on aime l'entrepreneuriat, puis la musique, c'est tellement un gros business, là, tu sais, quand tu y penses. Puis je voulais savoir, c'est quoi la différence entre un label, quand tu es signé à quelque part, on entend tout le temps ça. Ah, lui, dans tel label. Là. Lui, il fait partie de tel label. Puis quelqu'un qui est indépendant. Puis, ma question, c'est vous, c'est quoi votre opinion là-dessus? Puis c'est quoi votre situation aussi? Ben, tu sais, je vais commencer par la situation, puis après ça, on verra. De base, moi, je cherchais à me faire signer par un label quand j'avais sorti de la voix. Puis tu as Musicor, tu as 7e ciel qui est un label. Tu as Hologramme, je pense qu'ils sont rendus. Audiogramme, ils sont chez Québécois également. Puis il y en a plein. Puis tu cherches à te faire signer parce que c'est là qu'il y a l'argent. C'est eux autres qui peuvent financer, ils peuvent te licencier des. Puis là, je te dis ça parce que c'est lui qui m'a tout appris ça. Moi, je rehearse en ce moment. Parce qu'en tant qu'artiste, tu penses juste à créer de la musique, puis tu oublies que c'est un showbiz. Puis quand t'es jeune, t'as le rêve de faire de la musique. Tu dis, ça va tout marcher. Ah non, ça prend du travail, puis ça prend de la structure, parce que comme tu dis, c'est l'entrepreneuriat. Je me trouve que je suis beaucoup plus entrepreneur maintenant que... Là, je retombe vers ma musique, mais pendant un bon bout de l'année dernière, je pense qu'à structurer les trucs. Et on a décidé qu'il me supportait à partir de mon propre label, mon propre label. J'ai appelé ça Momentum. Et là, c'est finalement, à place de chercher avoir à signer ta label, je suis signé moi-même. Puis on a cette richesse-là quand même, une belle opportunité au Québec de partir des entreprises. C'est facile à comparer à d'autres places dans le monde. Fait que je trouvais que c'est une bonne idée de le faire. Donc, je cherche pas à me faire signer par un label. Mais on est capable de faire des coproductions avec des trucs parce qu'au final, c'est l'argent aussi qui peut aider à développer. Puis pas juste en musique, dans tout, on sait que l'argent peut sauver le truc. Et depuis que j'ai parti mon label, là, je suis plus au courant de les éditions, qui est tes droits en tant qu'auteur-compositeur, en tant que... j'ai mes droits en tant qu'auteur-compositeur aussi, en tant que producteur. Fait que quand je fais toutes mes albums et tout, c'est de mon label, la production de mon label. Fait qu'il m'a aidé à partir de ça. Mais je pense que c'est pas
c'est pas une époque qui est encore finie, les labels. C'est pour ça que je pense que l'indépendant rencontre le label. Moi qui est un artiste indépendant de base, qui tourne vers le label, je reste quand même indépendant, même si c'est mon label, tu sais. Bah, en fait, dans le label, t'as deux versions aussi. Soit tu es signé en tant qu'artiste directement au sein de la structure, soit tu es indépendant et tu fais ce qu'on appelle une licence. C'est-à-dire que tu octroies la possibilité au label de pouvoir dire, ben voilà, pendant 5 ans ou pendant 6 ans, 7 ans, 10 ans, peu importe, tu as l'exclusivité d'exploitation de ce que moi j'ai produit en indépendant. Mais au final, aujourd'hui, pour en avoir discuté avec beaucoup d'artistes, ben, soit tu es capable de pouvoir gérer une structure et gérer une entreprise tel un entrepreneur, et dans ces cas-là, tu montes ta structure parce que tu es totalement indépendant, tu trouves un partenaire financier qui est le label qui va investir de l'argent au niveau marketing, il va te garantir du marketing, etc. Ça, c'est une option. Ou alors, tu pars tout de ton côté à toi, c'est beaucoup plus difficile parce que tout dépend de toi. Après, l'avantage en étant son propre producteur, c'est que tu décides sur toute la ligne ce que tu veux faire. Quand tu es signé en tant qu'artiste, bah, c'est ça, c'est que quand tu es signé en tant qu'artiste au sein d'un label, tu dois rentrer dans une case. Je comprends, c'est sûr. Et si toi déjà... Il y a des gens qui sont très très bien dans un label et c'est parfait parce que ça leur convient et parce que l'entrepreneuriat, ça ne les intéresse pas. Et tant mieux. Maintenant, le truc, c'est que tu vas avoir un directeur marketing, tu vas avoir aussi un directeur artistique, et il va falloir que tu répondes à tous ces gens-là. Mais tous des rôles qui sont très importants dans une entreprise. Tu sais, j'ai beau avoir un petit label, on a une petite équipe, mais on est en train de... je suis en train de construire mon label aussi. OK, directeur artistique. OK, le réalisateur de mon projet. OK, le DSP. Tout prend forme. Mais je pense que les gros labels, ils font peur un peu, mais je pense que c'est là que c'est important de rencontrer les gens qui travaillent dans le label parce que c'est une question de synergie. Par contre, ce que tu as travaillé avec les plus grands artistes, qu'entre nous deux, ça peut marcher. Au final, c'est le travail d'équipe, c'est ça, c'est où est-ce qu'on se rencontre en tant qu'humain. Et les labels, des fois, ça fait peur parce que mettons, avec Musicor, quand ça m'a pris 6 mois à avoir les contrats, je me suis dit, que ça va être ça tout le long qu'on va être signés ensemble. Ça va me prendre 6 mois à avoir une réponse de quelque chose. OK, non, j'aime mieux être mon propre producteur puis faire mes propres choix. J'ai fait un EP acoustique récemment, puis c'est nous qui décidait qui engager. Mais tu sais, de base, c'est le fun parce que c'est moi qui contrôle le tout, en fait. C'est tellement c'est cool, nous, je veux dire nous, parce qu'on se fait confiance énormément. Mais après, si tu veux, le label, il a aussi une force de frappe que tu peux pas forcément avoir en tant qu'indépendant. C'est ça. Parce que si jamais tu es dans un gros label, finalement, je te dis n'importe quoi, ça marche pas toujours comme ça, mais ça peut fonctionner comme ça. Quand tu développes un projet et un artiste en développement, des fois, tu vas dire, regarde, moi, j'ai un gros artiste très établi. Si jamais tu le veux, prends-moi mon petit poulain et je te donnerai le gros que tu veux. Tu vois, c'est un peu... Mais c'est juste que c'est une histoire d'échange et de trucs qui peut arriver, ça n'arrive pas toujours. Mais oui, ça peut arriver. Et après, c'est sûr que quand tu es dans des structures, il y a plein de choses que tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu vois, comment est-ce que tu es distribué sur les plateformes de streaming? Tu as déjà des équipes qui sont là. Comment tu fais ton marketing? Tu as déjà une équipe qui est là. Tout va dépendre de tes besoins en tant qu'artiste. Et où est-ce que tu es rendu en tant qu'artiste? Mais je pense que c'est important. Il faut une équipe. En tant qu'artiste, moi, je crois que... on a moi qui aime le chaos, qui aime l'amour, qui vit plein d'émotions. J'ai mes jours où, OK, aujourd'hui, c'est Tommy, entrepreneur, business, et d'autres jours que c'est comme Arnaud, on peut pas s'écrire. Je pense, en ce moment, je suis dans une phase création. Fait qu'on se parle quasiment pas, là. Ça fait une semaine et demie qu'on s'est pas vu. Parce que là, j'ai besoin de reconnecter avec mon essence d'écrire. Puis, avant de le rencontrer, je faisais tout seul. Et j'en ai des amis aussi qui font tout seul. Puis, c'est vraiment difficile. Puis, je pense qu'en équipe, tout est vraiment plus facile. C'est un équilibre. Puis, je trouve ça super intéressant qu'on a tout expliqué ça, parce que c'est comme le côté business, mais je veux aussi comprendre aussi, si on revient un peu en arrière. Je pense que la majorité des gens t'ont connu dans le Mixmania 2, je crois. Oui, je pense. T'avais quel âge à ce moment-là? 16 ans. J'avais 16 ans. 16 ans. Comment 12 ans. C'est fou, là, tu sais, parce que je disais à ma soeur, comme, hey, j'ai 2 podcasts aujourd'hui, puis elle était comme, hey, système de Mixmania 2, j'étais comme, OK, c'est rentré dans l'imaginaire des gens. C'était une époque. Comment t'as trouvé ça? Puis ça a fait quoi pour ta carrière, ça? Moi, c'est là que ça m'a confirmé que je voulais vraiment faire ça de ma vie. Ça m'a ouvert les portes au métier professionnel de la musique, qui venait d'un monde de danse,
qui dansait parce qu'il se disait que le chant, c'est pas possible, c'est même trop beau pour être vrai, c'est trop gros. OK. Puis je voyais cette image-là, pas en tant que chanteur, mais en tant que performeur sur scène. Fait que j'ai tourné vers la danse, mais quand je me suis invité à auditionner pour Mix, puis là, j'avais l'option de chanter, ça m'a développé... ça a été un grand tournant dans ma vie pour me dire, man, c'est possible de faire ça. Et pendant plusieurs années, j'ai survolé là-dessus pour finalement retourner dans ma danse et tout. Puis c'est à la voix, en fait, que j'ai plus eu un flash à 25 ans, genre 8 ans plus tard, 9 ans plus tard, que j'ai fait, OK, parce qu'à Mix, c'est un travail d'équipe. On est 8 personnes sur scène, on dépend de l'autre, c'est de l'entraide, c'est du partage. Et à la voix, ça a été, OK, me, myself and I. Qu'est-ce que je vaux moi-même tout seul, sans me cacher derrière un groupe de danse qui est un groupe de danse ou un groupe de mix. Fait que c'est à la voix que ça a fait, OK, c'est ma couille et mon couteau, comme tu dirais. Et je sais pas d'où que ça vient, cette expression-là, man, mais je la comprends pas. J'ai plein d'expressions. Non, ouais, OK, c'est ça. Et ça sonne bizarre, là. Déjà, c'est pas ça, c'est ma et mon couteau. OK. Ben, excusez. J'adore ta version. Okay. J'adore ta version. C'est plus sado, on dirait. Mais parfait, mais c'est ça je voulais comprendre. Puis aussi, après ça, j'ai vu que tu étais allé à Dubaï avec le Cirque du Soleil. Mais explique-moi, parce que moi, dans ma tête, quelqu'un qui fait ça, c'est genre, maintenant, c'est juste ça qu'il fait. Là, il vient pas à un podcast. Là, ah, t'es fou, toi. T'es fou. Mais le cirque, ça a été... Quand j'étais jeune aussi, j'avais la passion du cirque, voyager dans le monde. Puis à Dubaï, en fait, j'étais en tournage pour Danser pour gagner, qui était une émission de danse où j'étais chorégraphe, coach... Puis j'étais pas danseur pour ça, mais c'était pour Marvel. Puis c'était bizarre parce qu'on avait tout le show TV à passer. Et la finale était en même temps que je partais à Dubaï. Puis j'étais comme, je l'ai pas dit à mes amis que je partais à Dubaï. J'étais comme, je pense pas qu'on va se rendre en finale, mais plus ça avançait, plus qu'on se rendait, j'étais comme, merde, fait que je pourrais pas être là pour la finale. Finalement, on se rend top 4. Fait que j'ai dit, bon, les gars, je peux pas être là avec vous. Puis la dernière semaine, je pars à Dubaï. Et ces contrats-là, je pourrais. Là, aujourd'hui, je focus vraiment sur ma musique. Fait que je sais comment. Mais c'est des contrats. Incroyable parce que tu t'en vas, mettons, on est allé à Dubaï et nous, on est engagés en tant que danseur. Moi, j'étais un peu danseur acrobate. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on fait un show de cirque et on remplit les espaces. Après ça, on danse. Puis il y a un acte. Les danseurs dansent autour. Fait qu'on remplit l'histoire et le stage. Et c'est beau parce que tu arrives sur place et t'as des gens de Russie, t'as des gens de Belgique, t'as des gens d'Afrique qui se rendent tous à la même place pour créer un show. Pour ce qu'on... Là, c'était un corpo qu'on avait fait à Dubaï. Fait que c'était 2 semaines qu'on est là à répéter l'après-midi au gros soleil sur un stage noir. Puis je sais pas quoi dire d'autre que ces contrats-là, on peut pas prendre ça pour acquis parce que ça arrive rarement, tu sais. Puis à un moment donné, quand je vois que je peux voyager avec ma danse, là, mon petit rêve, c'est de voyager avec la musique. Là, pour être sur stage, j'adore communiquer, parler, raconter des histoires en le chantant. Et en tant que danseur, tu regardes et c'est abstrait, tu comprends. Mais avec un micro, je trouve que c'est là que je m'allume le plus, en fait. Oui, je comprends. Puis on parlait justement de Mix Mania, on a parlé de la voix. Toi, dans ton, ton point de vue, tu as travaillé dans ce milieu-là, maintenant tu gères des artistes. Est-ce que tu pousserais les gens à dire faut vraiment que tu ailles à ces genres de shows-là ou pas nécessairement? Parce que moi, qu'est-ce que ça me fait penser, Mixmania, des shows comme ça, Star Academy, ça fait penser un peu au Disney Kid, tu sais, de comme t'es jeune, tu deviens populaire. Puis ça peut ne pas nécessairement bien faire de quoi de positif aussi pour toi. Fait que toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Moi, je te dirais que ça dépend de où tu es rendu en tant qu'artiste, en fait. C'est que si tu y vas parce que tu penses que ça va changer ta vie et que tu vas attendre de cette émission-là qu'elle fasse toute ta carrière, tu te trompes. Parce que ce n'est juste qu'un tremplin. C'est une chose de plus que tu vas pouvoir faire pendant ta carrière ou dans ta carrière. Est-ce que c'est le point de départ? Est-ce que c'est... Tu sais, ça a été le point de départ de Charlotte Cardin, par exemple, qui a fait La Voix, la première édition. C'est pas ça qui l'a rendu. Mais c'est pas ça qui l'a rendu célèbre, tu vois. Donc, c'est juste un tremplin de plus. Mais si tu es d'autant plus aujourd'hui, parce que quand tu es dans une première émission de télévision, télé-réalité, télé-crochet, tu l'appelles comme tu veux, c'est que on ne sait pas vraiment comment ça va réagir. On ne sait pas si le public va être là. On ne sait pas si le public va aimer le concept. Donc, on est quand même relativement neuf et très jeune, tu vois, sur le retour du public. Par contre, au bout de 8 ans, comme Tom, il a fait la 8e année de La Voix, ben, on sait déjà comment ça va réagir. On sait qu'on a 54% de part de marché à la télévision ce soir-là, c'est-à-dire plus de la moitié de la population qui regarde la télévision au Québec regarde La Voix. Donc c'est énorme. Donc si jamais tu ne viens pas avec un plan,
En fait, c'est problématique parce que tu vas faire cette émission-là, tu vas tellement mettre d'énergie dedans et derrière, déjà, tu es conditionné à un contrat qui va être libéré très tardivement dans l'aventure. Et puis si après, tu proposes rien, peut-être qu'on te proposera rien et bien souvent, on va rien te proposer. Mais il y a tellement de gens qui sont accrochés à croire qu'on va leur proposer quelque chose après et qu'on va les repérer par rapport à ça. Oui, c'est vrai, moi par exemple avec Tom, c'est vrai certainement avec d'autres personnes, mais peut-être que ça t'arrivera pas et peut-être que ça t'arrivera jamais. Donc est-ce que c'est bien ou non de le faire ? Je pense que c'est intéressant de le faire si tu sais où est-ce que tu veux te rendre, mais n'attends pas de cette émission de pouvoir te dicter là où quel est le chemin à prendre. Ta carrière, c'est ça. Puis quand tu l'as fait, qu'est-ce que tu pensais que tu es arrivé là dans ce mindset-là justement ou pas? Tu vois, tellement différent, mec. Je pense que la voix pour moi c'était un moment pour me dire, OK, je faisais Révolution, je faisais de la danse, puis ma musique, c'était de quoi je refoulais depuis très longtemps. Puis pour moi, c'était comme, OK, challenge-toi de le faire tout seul. Je l'avais même pas dit à tous mes amis, pas grand monde qui était au courant, parce que j'étais comme, c'était mon truc, je veux pas trop en parler, je veux juste me challenger moi-même. Est-ce que j'ai encore cette flamme de vouloir chanter? Et quand je l'ai faite, puis c'était Call Me in the Afternoon, cette chanson-là, on dirait que je la performais pas, c'était un moment où je vivais. Puis quand j'en suis sorti de cette émotion-là, j'ai fait, oh wow, c'est exactement ça que je veux faire. Fait que je suis pas arrivé là avec un plan. Moi, c'était vraiment... Là, je vois que c'est quoi l'importance d'avoir un plan maintenant. Puis c'est pour ça que je me suis demandé à faire The Voice. The Voice, je l'ai eu en France. Puis je dis non parce que ça fait pas partie de mon plan. Si ça ferait partie de mon plan, j'irais. Mais comme il dit, je pense que c'est pas... ça peut être un point tournant, mais c'est plus comme une étape du parcours de ta carrière. Et il faut pas voir ça comme un wow, je vais gagner la voix ou non. C'est plus... First, si tu veux gagner, rentre sur ton plan, il faut que tu prépares tous tes perfos, OK, mais moi, j'étais là vraiment dans l'optique, je vais juste me challenger moi-même, puis maintenant, là, j'ai plus la tête folle de faire comme, je veux tout faire les shows TV. Non, c'est plus, est-ce que ça marche dans mon parcours? Est-ce que, parce que je vois les répercussions que ça a d'après, je n'ai fait plusieurs aussi, tu sais. Et non, il faut juste que tu dessines ton plan, tu visualises, puis est-ce que ça fait partie du plan, oui ou non? Fais ton choix basé là-dessus. Tu sais, cette performance-là, je l'ai dit avant le podcast, je l'écoute, je pense, straight up chaque jour depuis un an, là, tu sais, parce que je l'aime trop, man. Puis est-ce que, comme, ça l'a fait un gros impact dans ta carrière ou pas tant que ça? Oui, je t'avouerais que, tu sais, on est allé faire beaucoup d'allers-retours en France, puis même moi, dans ma composition, que je tourne beaucoup vers le rap en studio, je pense que c'est mon côté danseur qui fait que j'adore jouer avec les mots, des mots rythmés. Puis quand que je réécoute moi-même cette perfo-là ou que je la montre à mes équipes et tout, on est tout le temps c'est ça qu'il faut faire. Faut vraiment faire ça. C'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, je suis comme, avec c'est mon vrai. partner, mais j'étais genre, check ça, bro, il devrait rester tout le temps, man, c'est tellement hot. Fait que je sais, puis c'est même quand on va en France, on montre ça, puis tout le monde est quand même convaincu, puis même moi, je l'oublie cette perfo-là, puis quand je la réécoute, je suis comme, cette voix écorchée de émotion qui sort. Qu'on retrouve pas tout le temps en rap, en fait. Puis je suis comme, Fait que, tu sais, là, on a sorti un petit premier projet, mais là, on est en train de tout genre... OK. Ouais, parce que même moi, frérot, je regarde cette perfo, puis je suis comme, wow, on stage, c'est ça, faut que je fasse, mais les gens veulent venir voir ça en spectacle, quoi. C'est trop hot, parce que c'est ça, mon partner, c'est ça qu'il me disait, il était comme, bro, on dirait même Chris Brown, man, le flip, on était comme, c'est tellement entertaining à regarder, c'est tellement... En tout cas, man, merci, bro. C'est insane, puis... est-ce que, genre, le following qui vient avec ça, tu sais, ce genre de Mixmania, tout un following, après ça, la voix, puis tout ça, est-ce que ça joue un gros impact? Puis je sais un peu la réponse, là, mais vu que vous êtes indépendant, plus indépendant dans ton propre label, à quel point ça joue, ça, les abonnés? Écoute, j'ai mon idée, mais t'as-tu quoi à dire là-dessus? Parce que... Non, après c'est pas parce que tu suis un artiste sur un réseau social que tu vas consommer la musique qu'il fait ou tu vas acheter quelque chose d'un influenceur ou autre, tu vois. C'est que il faut que tu aies une histoire à raconter, il faut que tu aies quelque chose à raconter. En fait, la question, puis d'ailleurs, on s'était posé, quelle est la raison pour laquelle les gens vont te suivre? Qu'est-ce que tu vas faire pour que dans ta vie... Qu'est-ce que tu vas faire, pour que les gens, quand ils vont te suivre, ils vont intégrer ta vie dans la leur. Ouais, c'est ça. Et donc, oui, c'est intéressant, c'est important, etc., mais c'est pas un gage de réussite ou de vente ou de stream. Il y a des gens qui ont quasiment pas du tout de following et ils ont des streams incroyables. Je veux dire, en France, on en a vu plusieurs. Ouais. Ils ont 40 000 abonnés et finalement, ils ont 3 millions, 4 millions de streams sur des chansons. Et tu te dis, OK, parce que c'est passé par autre chose. Ouais.
Je comprends. Donc, c'est pas un gage de réussite ou de qualité. Ou oui, c'est intéressant. Oui, c'est cool. Après, c'est aussi une communauté qu'il faut entretenir. C'est ça. Puis, c'est pas toujours évident. Je pense que c'est pas une question d'abonnés. C'est justement, c'est une communauté. C'est à qui tu parles, à qui que... Et moi, j'adore inspirer les gens. J'aime ça parler des trucs que je peux vivre deep pour qu'après ça résonne dans d'autres personnes. Et ouais, c'est comme... c'est pas le nombre d'abonnés, c'est la proximité que tu as avec les gens, avec qui tu communiques. Et sur les réseaux, j'aime ça, moi aussi, créer du contenu pour être proche des gens. Là, je fais un câlin ou amour, câlin ou argent. Fait que c'est de l'humour un petit peu, mais il y a un petit sous-entendu là-dedans que c'est comme, les câlins, c'est la vraie richesse, quoi, l'amour, c'est... Fait que je pense que c'est ça, c'est pas une question d'abonnés, vraiment, là. Je veux passer aussi un peu de ton rôle, parce que là, tu sais, ton following, les gens te regardent et tout, mais l'arrière du décor qu'on voit peut-être un peu moins, peux-tu me décrire? Je sais que ça doit toucher à tout, là, mais c'est quoi ton rôle? Ça ressemble à quoi tes tâches, en guillemets? Le plan. Je vais parler pour moi, mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour chacun des gérants ou des managers, tu vois. C'est que moi, mon rôle, c'est de pouvoir avoir déjà une vision et surtout de savoir comment est-ce qu'on va vendre finalement ce projet, comment est-ce qu'on va atteindre un public, comment est-ce qu'on va structurer le tout, quel va être effectivement le plan, c'est quoi le plan, c'est quoi c'est un plan marketing, un plan de visibilité, qu'est-ce qui est important de faire, de trouver aussi des opportunités d'affaires, parce que tout ça reste une business. On a du show, mais on a du business. Mais c'est ça, c'est mon rôle, c'est vraiment de structurer et d'organiser tout ça, de pouvoir faire en sorte de faire rentrer les ronds dans les carrés quand il y a besoin. Ouais. Quand j'ai des idées, savoir si c'est une bonne idée ou non, aussi, parce que en tant qu'artiste, t'es comme, ça, je vais faire ça, puis il est comme... Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. OK. Fait que là, 2 jours plus tard, on va faire ça. Puis je suis comme, merci. C'est de la structure. C'est de la structure. Vraiment. Pour moi, c'est vraiment de la structure. C'est vraiment de la structure de prioriser les affaires. Après, les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas. C'est ça qui est beau dans notre métier. C'est que tous les matins, je fais pas la même chose. Tu vois, donc c'est ça qui est cool. Après... Particulièrement pour Tom, il est très versatile au niveau de ce qu'il fait. Il fait de la danse, il fait du chant, il fait un peu de comédie, il fait donc un peu d'influence, etc. Donc, on peut jouer sur plusieurs points, mais le but de tout ça, c'est surtout de ne pas se perdre et de pouvoir avoir quelque chose qui, au final, devient cohérent. Moi, je suis le guideline, je suis la personne qui va contrôler l'image et qui va dire, OK, tout ça, ça fait du sens pour que Petit Tom puisse rentrer dans les foyers de chaque personne et que ces gens-là puissent trouver ça intéressant, que ça soit pas off-brand, qu'on soit... Ça, c'est mon rôle. Ça, c'est vraiment mon rôle au quotidien. Puis tu vois, ce que je peux rentrer dans un truc plus personnel, à un moment donné, après quelques années qu'on travaille ensemble, moi, j'y demande plein de questions. Là. Je veux comprendre l'entrepreneuriat et comment gérer tout, les éditions. Fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir mon projet de ses yeux à lui. Fait que je regardais plus mon projet de ma façon. Et ça a fait que je me suis perdu un peu. Puis c'est comme... Finalement, on a perdu... C'est comme si l'équipe avait débalancé parce qu'au final, ce qui marchait, c'était comme les deux... Moi, j'ai mes forces, toi, t'es tes forces, puis on se challenge comme ça. Puis à un moment donné, j'ai commencé à mettre plus de son bord. Ça fait que j'ai commencé à moins avoir des idées claires de ce que je voulais vraiment. Et là, récemment, c'est ça que j'ai dit. Je dis, OK, on se donne un break un petit peu. De moi, 2 semaines, je reconnecte à ma musique. Puis en ce moment, on recommence à rééquilibrer le tout. Parce que c'est ça, je peux pas faire ce qu'il fait. Puis il fera pas ce que je fais. Alors à un moment donné, c'est à force de parler, puis c'est des essais-erreurs beaucoup aussi qu'on essaie là où c'est beaucoup d'essais-erreurs et en même temps, moi, tu vois, ma philosophie en tout cas en tant qu'accompagnateur d'artistes, c'est que j'ai une vraie conscience du fait que je ne suis que de passage. Pour 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. Mais pour moi, ce n'est pas un acquis. Donc, dans la relation que j'ai, par exemple, avec Tom, mais aussi avec les autres artistes avec qui je travaille, c'est de pouvoir, en fait, expliquer comment ça fonctionne. Puis je lui dis beaucoup à Tom, le jour où je ne serai plus là, parce qu'on décidera peut-être un jour de mettre un terme à notre relation, on n'en sait rien, et il faut en avoir conscience, parce que c'est vraiment pas un acquis. Je ne travaille pas pour lui, je travaille avec lui. Et inversement, tu vois. Puis c'est bon pour tout, en fait. Ça reste que tout le monde est autonome de ses propres trucs, puis on est là, on s'accompagne. Exactement, on s'accompagne. Et donc, si tu veux, moi, je suis là pour lui expliquer aussi comment ça fonctionne, qu'il apprenne des choses. Je veux qu'il ressorte, en tout cas, de l'expérience qu'on va avoir, peu importe la durée,
qu'il ait appris des choses et que demain, s'il rencontre un autre manager et qu'on lui propose des conditions qui sont pas terribles, et ben il sache en tout cas savoir que c'est des conditions pas terribles. C'est le fun, ça. On voit que on dirait que son bien à cœur, tu sais, parce qu'on dirait qu'on a trop entendu d'histoires de managers qui étaient comme... Ben, c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai décidé d'être manager, si tu veux. C'est parce que ces histoires que tu as pu entendre, j'en ai entendu 1000 fois plus en étant particulièrement dans le métier avec les artistes au cœur du système. Récemment, ça, ou quand c'est que tu commences à voir ça là, ou ça fait longtemps que tu vois... Non, c'est vieux. Ça fait... Écoute, on a tous entendu des histoires d'horreur de managers. Mais je me demande est-ce que c'est encore d'actualité, ces histoires-là? Ça sera toujours d'actualité. Il y aura toujours des gens qui sont... C'est ça, la business, hein? Il y a du monde qui profite, il y a du monde... C'est un business. Il y aura toujours des malfrats, il y aura toujours des gens qui vont profiter de certaines choses, malheureusement. Et je pense qu'en tant qu'artiste, on n'est pas assez éduqué pour pouvoir justement comprendre et avoir des signes d'alerte pour se dire « Ok, là, il y a un problème. » Vraiment. Tu vois, il y a un problème sur pourquoi est-ce que je dois faire ça. Et après, si tu n'es pas capable de pouvoir l'expliquer et de pouvoir aussi être chill en disant « Regarde, pour moi, ça fonctionne comme ça, mais... » va aussi prendre des ressources, prends un avocat, demande-lui comment ça se passe, tu vois. Moi, la première fois, quand on a discuté de contrat, je lui ai envoyé mon contrat, il l'a envoyé à son avocat est revenu vers moi, et finalement, on a discuté de certaines choses parce que moi, j'avais mis des choses dans mon contrat qui n'étaient pas tant... faire pour lui, et on a trouvé une entente pour que ça soit fait, et j'ai même, moi, appris des choses, en fait, au travers de ça. Donc, c'est hyper intéressant. Après, il faut juste être cool, tu vois. Faut pas avoir envie de pouvoir se dire ah ouais, mais en fait moi je vais tout garder. Non, faut juste être cool parce que au final, tu vois, aujourd'hui quand Tom te disait tout au début qu'il avait entendu parler de moi, finalement il avait entendu parler de moi en bien. Et si tu veux du bien aux artistes, finalement, moi c'est ça. Moi je travaille pour que en fait ma réputation soit chill, cool, et que ce soit et qu'on ait toujours cette image là de moi, c'est hyper important. Puis tu vois, je trouve que la vie d'un artiste, c'est comme tu l'as dit, je pense tantôt, c'est une vie de sacrifice. Tu donnes tout le temps. Tu sacrifies tes amis, tu sacrifies ta famille, tu sacrifies tellement de trucs pour te focusser sur toi, pour te faire du bien aux autres, parce que finalement, c'est ça, faire de la musique, tu veux en donner aux autres. Et ça fait que quand tu as un gérant qui profite de toi, tu donnes tellement de sacrifices que si il y a cette fissure qui brise, c'est la fin du monde, on dirait. Fait que je trouve que tout part de la confiance de ton entourage. J'ai des amis qui sont encore là, mais des amis qui partent un peu plus parce que il faut que ça soit tête, genre. Je sais pas. Puis, ben, tu sais, j'ai une question encore un peu business, mais après ça, on revient aussi du côté artistique, là. Ben, je te pointe, mec, les deux, ça vous concerne, là. Tout ce qui est brand deal, tu sais. On s'est connus parce qu'on était sur un show de Sport Expert, qui était un brand deal. Est-ce que, j'ai plusieurs questions par rapport à ça, mais est-ce que c'est bien vu dans le milieu artistique de voir des brand deals ou c'est comme tu vends ton âme, genre? T'sais? Ça dépend lesquelles compagnies tu fais. Je te dirais des étuis de téléphone cellulaire, je ferais jamais ça, mais moi qui adore le sport, ça rentre dans mes valeurs. Sport Expert, je veux dire, le basket, le hockey, je fais du snow, je fais toutes sortes de sports, fait que ça marche. Je pense que tu pourrais plus se répondre à moi parce que moi, je vis le truc, mais je le vends pas. Non, mais ouais. En fait, je le vends un peu. Quand même, oui. C'est que si tu veux, moi, de la manière dont ça se passe, en tout cas pour nous, c'est que quand on nous approche pour pouvoir justement faire du branding et faire de l'influence, déjà, moi, ce que j'aime savoir, c'est, OK, qu'est-ce qu'on vend, comment on le vend et c'est quoi vos objectifs? Déjà, en fonction de ça, ça va déjà établir le fait, est-ce que ça rentre dans ses valeurs à lui ou non? Si tu fais des choses où tu vends effectivement ton âme au diable, bon, bah, finalement, c'est pas très bien vu parce que tu vas être un panneau publicitaire ambulant où à toutes les stories, en fait, tu vas avoir un code promo à vendre et puis ridicule. Donc, aucun intérêt. Puis pour tout le monde, autant pour l'artiste que pour le public qui regarde, que pour la compagnie. Donc, zéro intérêt. Par contre, quand tu fais quelque chose qui rentre dans ton brand et qui rentre dans ta vie, qui rentre dans ton quotidien, là, c'est déjà plus intéressant. Et c'est surtout qu'il faut que si jamais il n'avait jamais été magasiné à Sport Expert, ou on parle de Sport Expert, mais on peut aussi parler de McDo, on peut parler de plein d'autres choses. Si jamais il n'avait pas eu des moments de la consommation naturelle en tant que personne lambda, de pouvoir aller vers ces brands,
Clairement, non. Tu vois, C'est on ça. a refusé, par exemple, pour un brand, parce que ça rentrait pas dans nos valeurs. Parce qu'on Je était comprends. sur de la fast fashion, et puis qu'on s'est dit, non. Écoute, il magasine quasiment toutes ses tenues, tu vois, dans des friperies. Donc, est-ce qu'on... Moins ces temps-ci, mais en même temps, tu vois, Ouais, on fait attention à ça. C'est que, est-ce qu'on va aller mettre en avant sur... Et puis, c'était d'ailleurs une discussion que j'avais avec le brand en disant, si jamais on a une question par rapport à la fast fashion, quelle est la ligne que vous tenez et en fonction de la réponse qu'ils m'ont donnée, est-ce que nous, on va être capable, puis on en a beaucoup discuté, puis ça nous a pris beaucoup de temps, à pouvoir dire oui, mais non, mais... Et finalement, on s'est dit, tu sais quoi, on n'est pas sûr, donc on va dire non. Non, c'est ça. Et c'est ça aussi, la force, c'est qu'il ne faut pas dire oui à tout. Ouais. C'est très facile de dire oui à tout, puis de pouvoir avoir de l'argent qui rentre, parce que c'est quand même des gros contrats. Ouais. Généralement, c'est quand même des contrats intéressants. Ouais. Même si c'est $500, pour pouvoir faire $500 en streaming musical, tu sais, en streaming et en musique, je suis tellement ça va content, là, être que vous parlez de extrêmement ça. long et compliqué. Mais c'est ça, je suis tellement content de parler de ça parce que non. c'était une de mes questions. Tu sais, vas-y. les incomes comme un artiste, tu sais, comment tu. Parce que moi, dans ma tête, tu sais, je vois tous les artistes à LA, puis tout, que je suis comme, yeah, I get it. Tu sais, ils font des shows, les gens achètent des billets, là, whatever, ils ont une brand aussi connectée à ça, puis tout. Mais un artiste québécois, comment ça vit ça, tu sais? Là, je sais que c'est comme. Va pas dans les détails de qu'est-ce que tu veux parler, mais je trouve ça trop intéressant. C'est une bonne question. Puis encore là, j'ai pas la réponse parce que, écoute, je fais ça de ma vie. L'influence m'aide beaucoup dans mes revenus. Mais là, je peux dire que j'écris des chansons. Je pense que quand tu écris plusieurs chansons avec d'autres artistes, tes chansons peuvent. Je pense que le point central que je peux répondre, c'est Sirius Music. Sérieux, man. Ça, c'est un Oui, poste de mais- radio, c'est la radio satellite. Oui. Parce que quand ta chanson rentre là, c'est gagnant, mais t'as pas le contrôle là-dessus. Fait qu'il faut juste que t'écrives de bonnes chansons. OK. Puis le problème, c'est que c'est incontrôlable parce que le jour où ça va s'arrêter, ça va s'arrêter et ça va être une énorme perte de revenus pour beaucoup d'artistes qui sont joués dessus. Puis nous, on a cette chance de pouvoir être rentrés par 2 fois sur 2 chansons différentes. OK. Ça génère pas non plus des... En plus, ça l'a descendu un peu. Là. Sérieux, avant, ça générait plus. Puis récemment, ils ont descendu un peu le tarif, je pense. Hein? Bah oui, bah après, si tu veux, le problème, c'est que le gros danger de tout ça, c'est de pouvoir prendre pour acquis que ça arrivera toujours, toute ta vie et pendant toute ta carrière d'artiste. Peut-être qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. C'est pas un métier d'argent pour elle. Donc, comment est-ce qu'on fait de l'argent? On va faire de l'argent sur des fois du merchandising, sur effectivement des partenariats avec des marques. Aussi, pourquoi pas sur des rencontres avec des gens, des colloques, des choses comme ça, des présentations, des shows, beaucoup sur les shows, sur les festivals, sur des shows en salle. Mais c'est pareil, après... Et puis après, voilà, après c'est s'exporter, savoir... c'est valoriser, en fait, son image à 400%. Là, tu vas pouvoir en vivre. Mais il y a beaucoup d'artistes qui ont 2 jobs, quoi, surtout au Québec, parce que le milieu est... Et puis, l'ampleur en fait du Québec est certes grand pour le Québec, mais tout petit au niveau des revenus. C'est ça, au Québec. Donc c'est compliqué. Si aujourd'hui, je veux dire, un artiste québécois, quand on arrive à 2,5 millions, 3 millions de streams, on est déjà un très gros succès. 5, 7, 10 millions. 10 millions, c'est énorme. Au Québec, c'est qui fait 10 millions de streams? Loud a fait. Fouki, Charlotte. Claire Friends, Charlotte. Claire Friends, c'est vrai. Fouki aussi. C'est fou, pareil, tu sais, que comme ça soit un milieu autant... Tout le monde consomme la musique chaque jour, tu sais, mais que c'est techniquement dur d'en vivre. C'est triste parce que même le nombre de fois qu'on voit des chansons sur des Reels, par exemple, je me demande si les Reels, ils compilent le nombre d'écoutes selon les vues en pourcentage pour donner à l'artiste. Tu sais, ça, c'est le cas. Comme tu dis, tout le monde consomme la musique. J'espère qu'il va y avoir un gap à un moment donné. Parce que là, c'est pour ça que j'essaie d'explorer aussi un peu la France, parce qu'ici, je vois comment ça fonctionne, mais moi, je suis un grand rêveur. J'aime ça voyager, fait que ça fait 1 an que je suis en back and forth avec la France pour comprendre, eux, c'est quoi la mentalité, parce que c'est un tout autre game, là. Mais tout aussi le fun, ça reste une partie de jeu. Puis là-bas, comme tu dis 10 millions de streams ici, c'est gros, là-bas... c'est pas si gros, c'est normal. Un non-succès là-bas est un gros succès ici. Ben oui, je parce que la démographie n'est pas du tout c'est ça, il y a juste plus de monde. Exactement. Puis
Puis il y a plus d'opportunités. Après, pour la problématique aussi que l'on a sur certaines plateformes de streaming, c'est qu'il y a des choses qui sont très opaques. C'est-à-dire que un TikTok, par exemple, quand la musique est utilisée, oui, elle est utilisée, mais c'est tellement rien. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux dire, et pourtant, et des fois, donc en fait, et puis tu le vois comment ça fonctionne, c'est que il y a des chansons qui reviennent dans les tops de streaming parce qu'on l'a entendu sur TikTok. C'est fou, donc en fait, ça devient une espèce de plateforme publicitaire pour certaines chansons. Puis, et après, oui, c'est rémunéré, mais tellement peu que voilà, on peut même pas se fier là-dessus. Puis, mais c'est une de mes questions parce que je veux pencher un peu plus dans le côté aussi création. Est-ce que tu, à cause de ce fait-là qu'on vient juste de mentionner, que comme les réseaux sociaux sont là, tout le monde utilise la musique dans leur TikTok, est-ce que quand tu écris une chanson, il y a comme un petit démon qui est comme ça va-tu pogner sur TikTok? Je pense que je pars jamais avec cette idée-là. Mais quand j'ai un refrain que j'imagine, des fois, la petite voix de TikTok me dit « Oh wow! Challenge! Ça pourrait être bon! Ah ouais, les transitions! Je pense que ma création, je commence jamais là-dessus. Création, ça part vraiment d'un feeling que j'ai en dedans qu'il faut que ça sorte, genre. Ouais. Et éventuellement, ça se transforme en marketing. Puis ça, je te dis, quand je penchais beaucoup dans ses yeux à lui, des fois, ma création, ça n'allait pas aussi bien parce que je pensais à vendre le truc. Et là, depuis un petit moment, je fais juste focus à créer. Et ça serait la job à d'autres personnes. Ou des fois, quand c'est évident, c'est comme « Oh mon Dieu, cette chanson-là, j'ai une idée. Ça va, mais c'est jamais le premier but. Et comment ça se passe? Comment tu te mets en mode création? Comme là, tu dis que depuis 2 semaines, c'est là. Est-ce que tu changes un peu comment tu vis? Qu'est-ce que tu écoutes? Comment ça se passe là, dans ta tête en ce moment? Écoute, là, en ce moment, j'ai déménagé dans un plus gros appartement parce que quand je suis revenu de Paris, je suis arrivé dans mon petit appartement à 3,5 que ça fait longtemps que je suis quand même là, mais c'est minuscule. Puis j'ai tout fait. En rentrant, j'ai dit le lendemain, je suis allé visiter un appart. Une semaine plus tard, j'étais déménagé. Fait que là, je suis dans une espèce d'appart où j'ai mon petit studio, où je peux fermer la porte. Avant, c'était comme une grande pièce avec mon lit dedans. Là, je ferme la porte, je crée. Fait que des fois, je suis là jusqu'à 5 h du matin à créer. Et la création, pour moi, c'est une thérapie en soi. Des fois, comme je sais pas comment je me file, j'ai beaucoup de frustration dans ce monde un petit peu sombre et tout. Et moi qui aime ça voir clair, juste écrire, ça m'aide à mettre mes idées en place, puis comme si je voyais un thérapeute, mais j'étais mon propre thérapeute. Puis après ça, je mets ça sur papier, je suis comme « Ah, OK, bon, ça me fait du bien. » Mets un beat qu'on le vibe, là. Et ça part tout seul. Et par contre, je le prends quand il est là, parce que c'est pas tous les jours qu'il est là. Il y a des jours, ça me tente vraiment pas de créer, mais je crois que c'est dans la constance que ça... Consistance ou constance? Constance. Et même quand ça te tente pas, au moins une fois par jour, et je m'écris un refrain, ou je m'écris une parole, ou je m'envoie sur mon Ableton, j'écris un beat, j'ai une progression d'accords, au moins une fois par jour pour pas perdre ce momentum-là, parce que quand j'arrête pendant 2 semains, je fais pas de la musique, revenir dedans, c'est tough, man. Fait qu'au moins de garder tout le temps ce petit truc ouvert, ça simplifie énormément de trucs. Là, d'avoir déménagé, c'est beaucoup dans le changement. Puis c'est pour ça que je pars souvent à Paris et revenir au Québec. C'est parce que, je sais pas, quand je suis en mouvement dans l'avion, j'écris des textes de fou. Je suis tout le temps dans le mouvement, je crée. Et là, vu que je viens de déménager, ça roule. Ça, Puis, mais c'est intéressant de ça, tu crées comme ça. Mais là, exemple, que vous voulez faire une collab. Exemple, toi, t'es comme. Mais dans le fond, c'est pas ça ma question. C'est comment ça se passe. C'est comment ça se passe. C'est parce que, exemple, tu écris des trucs, tu crées, tu feels ça. Mais là, après ça, il y a peut-être un autre artiste. Puis là, lui, il a sa vision. Fait que là, j'ai plusieurs questions. Comment ça se passe la création, mais aussi comment ça se passe le match, là, tu sais, c'est comme, est-ce que tu approches la personne, c'est toi qui approches la personne, tu dis, hey, je trouve ça cool, c'est toi qui est comme, hey, mon artiste aimerait... Ça dépend, en fait, ça dépend. Je vais y aller comme côté humain, qu'est-ce qui se passe, après ça, il y a de quoi après qui s'installe, mais pour les premiers contacts, j'adore soit écrire à l'artiste, ou y aller plus souvent, hey, j'adore ce que tu fais, j'ai un beat, j'ai une idée de beat, est-ce que, tu sais, mettons, Rhymes, c'était ça, il me dit, yo, j'ai un beat, j'aimerais que tu sentes le refrain, les paroles sont déjà écrites, tiens, voilà, puis je suis comme... Ouais, j'aime ça écrire mes paroles. J'ai peut-être une autre proposition. J'ai un beat. Qu'est-ce que t'en penses? Je te laisse ton verse, tu fais ce que tu veux. Puis il est fait, oh wow, le beat, je capote. Go, on va en studio. Nice. Et on va en studio, on fait. Puis faut que ça soit très humain. Puis moi, j'adore collaborer parce que j'ai mon entité. Rhymes, qui est un mec que je respecte énormément, mais aussi en France, j'ai contacté une fille récemment qu'on est allé en studio. Puis je trippe sur elle, côté musique et tout. Puis on est allé en studio et j'ai dit, fais ce que tu veux. J'ai ma vision. Mais après ça, fais ce que tu veux. It has to feel right and honest.
vrai et honnête. Et mais après ça, par contre, pour se protéger de tout, on a ce petit rituel qu'on a installé qu'après chaque session, on signe des papiers pour répartir les droits d'auteur et tout. C'est pour dire, OK, dans ces moments de création, on était tout le monde, toute part égale, tout le monde est clair, tout le monde est OK, on signe. Bon, il n'y a plus de « Ah, mais non, mais on avait dit. » Non, c'est signé, c'est fait. Ouais. Et c'est clair. Ça sauve beaucoup de conflits, je trouve. Ça, c'est ma partie. Oui. Puis comment on peut le savoir? Tu sais, exemple, là, je vais prendre l'exemple de Drake parce qu'on dirait qu'il y a comme le Drake feature, genre, que comme, c'est sûr que tu fais 1 million de streams. Tu sais, est-ce que, comment ça fonctionne de, OK, cette tune-là va sortir sur mon Spotify, cette tune-là va sortir sur ton Spotify, ou comme, les views sont à qui? Tu sais, les streams sont à qui? T'sais? Bah, en fait, c'est qui produit. La question est de savoir ça. Qui met l'argent? Le producteur, c'est celui qui met l'argent. Qui paye le réal? Qui paye ça? Qui paye le studio? Qui paye le réal? Qui paye la prod? Qui produit? Okay. Ensuite, en fonction de ça, généralement, les streams lui reviennent. Après, il y a, avec l'artiste, on établit généralement des contrats pour lui dire, bah voilà, sur tout ce que le producteur, donc en l'occurrence Momentum, tout ce que Momentum va toucher, on établit un pourcentage en fait sur les revenus nets que Momentum va recevoir et on reverse ça à l'artiste. Okay, donc c'est comme ça. Maintenant, après, par contre, dans le cadre, tu vois, par exemple de I Forgot What Is Love avec Rhymes, c'est Tom qui est producteur, donc l'intégralité de l'argent lui revient et on reverse en tout cas une partie à Rhymes. Oui, tu vois, il y a même cette chanson-là, elle avait été commencée à être écrite avec Ozzy, Osvaldo. Ozzy, c'est un artiste avec qui j'ai même collaboré. Cette chanson-là, on avait travaillé avec lui, puis vu qu'il m'avait aidé à trouver des mélodies, même si la chanson était avec Rhymes, il y a des parts qui s'en vont à Ozzy aussi, tu comprends? Je comprends. Puis j'adore ce principe que tout le monde qui a participé à la chanson a son petit morceau parce que c'est ça la musique, mec, c'est du partage. Après, il y a deux choses. Il y a effectivement les droits d'auteur. Donc, Ozzy fait partie des auteurs-compositeurs. Après, il y a les droits sur l'interprète, en l'occurrence de Rhymes, là, ce dont je parlais au niveau du stream, là, c'est en tant qu'interprète. Je comprends. Parce que les droits d'auteur, de toute façon, sont des droits d'auteur et sont déjà répartis de base. Après, par contre, tu vois, en tant qu'artiste, tu peux très bien faire une collaboration et dire que tu es juste un featuring. Généralement, quand tu es un featuring, tu peux faire ou non apparaître le projet sur ta page Spotify ou Apple. Ça, c'est juste de la metadata, c'est juste que tu vas t'entendre avec le label. Des fois, c'est pas très intéressant pour la personne parce que ça rentre pas dans son brand ou parce que il a juste fait pour le plaisir ou par sympathie. Nous, si tu veux, après, quand tu débutes, c'est toujours hyper intéressant parce qu'en fait, on voit déjà ton nombre d'auditeurs mensuels monter parce que tout ça se cumule et c'est plutôt intéressant. Et surtout, après, tu as des chiffres intéressants. Donc, donc c'est ça qui est cool. T'imagines-tu? Genre, un stream, ça gênait pas beaucoup, mais en plus, quand tu as une grosse équipe, les pourcentages se répartissent. C'est fou. C'est pas un métier. Je le fais vraiment pour les trips et à un moment donné, nous, on est des travailleurs de fous. Fait ça marche, tu sais. Mais on le fait par passion. On est les deux des fous. Mais c'est fou, man, parce que je parlais justement comme je vous avais dit, le gérant de Mike Ward. Puis, tu sais, exemple, juste pour exemple, Mike, il faut qu'il en génère vraiment beaucoup d'argent parce que on va dire que tu as telle dépense. Tu as un gérant qui prend une partie, tu as un producteur, tu as le gars qui book ton show, la salle à payer, tu veux une première partie, tu as lui à payer, les hôtels de tout ce monde-là. J'étais comme, il faut t'en générer vraiment beaucoup d'argent pour bien vivre. Puis je trouve ça fou parce qu'on dirait que dans le monde entrepreneurial qui est un peu plus classique, là, comme tu prends une brand, tu vends un produit, ça ressemble à ça, mais pas tant. C'est comme tu peux générer tellement d'argent vraiment plus rapidement, on dirait. Fait que mais tu vois, c'est pour ça qu'on est juste deux. On était deux il y a un petit bout, là, on a commencé à agrandir l'équipe parce que ça commence à construire, mais de base, faut pas que tu te overstaffes si l'argent rentre pas beaucoup. Sûr. Fait que, en ce moment, on prend beaucoup de rôles à nous deux seulement. C'est sûr, c'est ça. Vous êtes dans votre start-up. Ouais, c'est ça. Oui, et puis en même temps, je vais mettre quand même un bémol à tout ça, c'est qu'on a particulièrement au Québec, on a quand même quelque chose d'hyper génial qui est les subventions. C'est-à-dire que... Et puis même au Canada en général, c'est que... Bon, après, Factor, c'est un petit peu plus difficile à avoir parce que voilà, mais au Québec, on a quand même beaucoup de subventions. Pour énormément de choses. Ce qui fait que on arrive quand même à peu près à vivre avec ça, mais encore une fois, ce n'est pas un acquis. C'est quelque chose qui arrive au moment où ça arrive. On ne peut pas baser notre... Enfin, en tout cas,
nous, de la manière dont on travaille, c'est qu'on ne peut pas baser notre économie et on ne peut pas baser, en tout cas, en se disant c'est cool, on va avoir des subventions. Peut-être qu'on les aura pas. C'est tellement peut-être que non, c'est impossible. Mais en tout cas, on a quand même énormément de subventions, énormément d'aides, énormément d'accompagnement, que ce soit Musique Action, tu vois, Fonds Radio Star, la SOCAN, etc. Et puis même le Conseil des Arts du Canada. Donc c'est quand même très intéressant. Et ce, que tu sois dans une production ou en processus créatif. Donc c'est sûr qu'on peut... On peut virevolter avec ça, après te dire qu'on peut gagner des millions avec. Non, c'est ça, je comprends. En même temps, ça dépend. Je veux dire, si tu fais ta subvention, puis notre force, c'est quoi? Nous, c'est le plan. Non, mais le plan, ça change tout, la vie, je vais le répéter. Tu as une subvention, tu fais ton plan, parce qu'après ça, c'est comment que tu peux te servir cette subvention-là. Puis pas brûler tout ton cash, mais de voir, il faut que tu le vois plus loin. OK, mettons 40 000 pour ce genre de projet-là. OK, fait qu'il faut garder ça, mais faut que tu penses après projet pour que ça vaille la peine et non juste avoir tout brûlé. Fait que j'ai le projet de ma vie. C'est pas ça. Puis je pense que dans cette j'ai tout dépensé pour un clip. C'est ça. Ça a l'air d'être inside. Ça s'est déjà arrivé. Oui, ça m'est arrivé. Puis je veux dire, puis en même temps, ça, je te dis qu'on est beaucoup dans les essais-erreurs. Puis ça, c'était mon idée. Je sais comme je veux mettre ça pour le clip, ça va marcher. Et c'est un contenu de plus, mais dans l'ère où ce qu'on est en ce moment, que tu as TikTok, c'est là que j'ai réalisé. OK, non, investir de l'argent au bon endroit, c'est hyper important en business parce que c'est pas genre, ça va marcher. Non, non, c'est ça. Non, puis je suis content, le clip, je suis hyper heureux. C'est exactement ce que je voulais avec c'est une page et tout. C'est juste que des fois, tu te dis, en tant que businessman, en tant qu'artiste, j'ai vécu mon rêve. Ouais, c'est ça. En tant que business, mon Tommy qui a fait. Ouais, ça aurait pu être ça parce que je comprends. Les vidéos. En fait, je suis encore partagé parce que les vidéoclips, c'est encore important, selon moi, pour l'artiste de les vivre parce que c'est du beau visuel. Mais est-ce que c'est encore la façon de promouvoir des trucs? Parce que c'est un outil de promotion, en fait, un vidéoclip, quand on y pense. Fait que c'est encore important de savoir où est-ce qu'on met la... Ben oui, tout le temps. Mais après, c'est ça. Comme il le dit, c'est des essais-erreurs. Et puis on a fait d'autres choses, tu vois, dans le développement du EP qui ont été des plus gros succès avec 3 formats d'investissement. Ben oui, c'est ça. Donc voilà. Puis... pour finir, avant que j'ai une section que je demande à tous mes invités, mais avant ça, j'ai une dernière question. Vas-y. C'est quoi ta partie préférée de ton métier? Exemple, tu as choisi juste une. Une? Ouais. Mais on s'en fout de c'est payant, c'est pas payant, whatever. Qu'est-ce que tu as le plus, que tu aimes le plus? Je vais dire, j'en ai deux, je vais dire. Vas-y. J'en ai deux, mais je vais en choisir un des deux, OK? Fait que mon premier, c'est quand je suis en session de studio et que tu es avec des gens, tu crées et pendant 5 heures, t'as tout le temps le groove de la chanson et ça n'arrête jamais. Les mots viennent, les mélodies viennent, l'histoire vient. Tu connectes avec les gens pour dire, est-ce que tu comprends ce feeling-là que j'essaie d'expliquer? Oui, tu devrais dire ça. Ce rebound-là en session de musique, je capote. À Paris, on en a fait plusieurs. Ici, je n'ai fait des camps d'écriture aussi. C'est même pas pour mes chansons, mais ce feeling de création avec tes... C'est ça que j'adore collaborer. J'adore. C'est comme... Et donc, il y a ça, que c'est mes moments préférés. Sérieux, j'en ressors, puis je peux avoir un hype pendant une semaine à réécouter la chanson en boucle. Et les spectacles. Les shows, mais je t'avouerais que en ce moment, je suis tellement en création que c'est ma partie préférée, c'est être en studio. Puis tout seul, c'est le fun, mais avec des gens. J'ai fait une session de 10 heures récemment avec Benjamin Lado, avec qui je réalise mes projets au Québec. Et 10 heures, mais c'était un flow insane. Puis ça me rend le cœur tellement... je suis réconforté quand je sors des saisons comme ça. Tellement cool. Bonne question, mais ça change tout le temps un petit peu, mais... Tellement cool. Bon, les boys, on est rendu à la dernière section que je pose à tous mes invités. Mais là, vous êtes deux, on va le faire un peu différemment. OK? Fait que, la première question s'appelle la question parfaite. Fait que c'est... Je déteste ce mot. Si vous pouvez vous asseoir une soirée, discuter avec n'importe qui. La personne peut être morte il y a 200 ans, ça peut être une personne d'aujourd'hui. Avec qui vous passez votre soirée, 3 chaque personne. Fait que Arnaud, t'en choisis 3, Timmy, t'en choisis 3. Personnes? Ouais, 3 personnes. Oh, fuck! Je te parle déjà souvent. J'aurais dit ton nom. Je te parle déjà souvent. Ça va aller. T'as genre le choix de tout le monde. Mon gérant que je parle à chaque jour. C'est tellement tough. 3, ok, j'en ai 3. Moi, je vais déjà commencer avec un premier, qui est Steve Jobs, qui est le créateur de Apple, parce que je trouve que il a commencé dans un garage, puis aujourd'hui, c'est l'entreprise qui détient le plus d'actifs
dans le monde. C'est incroyable ce que ça J'aimerais ça te vaut. faire crier dessus pendant toute la soirée. Non, C'est j'aimerais vrai, pas me c'est faire vrai. crier dessus. J'aimerais juste avoir. Si jamais j'avais un café à partager avec Ben oui, quelqu'un, c'est je pense sûr. que ça, Ben oui, juste c'est de sûr. pouvoir. Moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est les rencontres. Donc, c'est sûr que c'est génial, enfin, de pouvoir rencontrer quelqu'un et de pouvoir m'asseoir, au même titre que quand j'ai rencontré Lara Fabian pour la première fois, ou qu'on a eu le temps ensemble de pouvoir se parler. Je trouve ça hyper intéressant et inspirant. Donc, je pense Ok, que on va faire 2 par personne. je pense que ça On va serait faire 2 par personne. Steve Jobs et je pense que le deuxième, ça serait René Angélil, tu vois, de pouvoir comprendre et comment est-ce qu'il a géré en fait quand il était là toute la carrière de Céline et comment est-ce qu'il a pris des décisions et quelles étaient les bonnes ou les mauvaises décisions puis qu'est-ce qu'il en a tiré comme conséquence, tu vois. Je pense que ça serait Trop hyper intéressant. intéressant de pouvoir en tout cas pour moi discuter. Ouais, vraiment. Donc business et management, tu vois, c'est très J'adore. Ok. Mon premier, moi, ça serait Jim Carrey. Je suis trop curieux de savoir Fascinant. ce qu'il pense vraiment parce qu'il est fascinant. Puis il a l'air d'avoir un spectre. On dirait qu'il n'y a pas une idée. En tout cas, j'ai vu son documentaire quand il parle des complètement personnalités. fou, man. Hey, quand il est dans son rôle, puis il restait dans son rôle, même chez Oui. eux, puis bro. Je suis trop curieux. J'en ai des frissons, je savais penser. Ouais. Fait que moi, juste m'asseoir puis comprendre sa tête, je capoterais. Puis il y en a un que je suis partagé à rencontrer, puis il est très controversé en ce moment, c'est Kanye West. Parce que je suis comme, lui aussi, même chose. Je suis comme, OK, avec tout ce que tu as construit, comment tu peux arriver à un point là, à tout, que tu veux, on dirait que tout déconstruit, là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Puis je suis un gars hyper en compassion dans la vie. Je trouve que je suis hyper compatible. Non. En tout cas, en compassion. Ouais. Et je serais juste curieux de voir, comprendre si tout ce qu'on voit sur les réseaux, est-ce que c'est vrai ou c'est qui l'être derrière tout ce que la fausse pub, tout ce qu'il fait en fait. Je suis juste curieux de voir l'humain. Parce qu'au final, on vend tous des trucs. Hein. Il a vendu son shirt de White Lives Matter, c'est arrivé. Fait qu'il a-tu voulu vendre quelque chose? OK. Mais derrière tout, t'es qui, genre? Ouais, c'est ça. Fait que, malgré qu'il est controversé, puis même moi que je suis un peu mêlé dans toutes ces histoires-là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Fait que ça serait ces deux-là pour moi. Vraiment intéressant. L'autre section, réponse rapide. Fait que je vous pose chacun une question. Vous répondez le plus rapidement possible. OK. Première question. Vas-y. il s'échauffe. OK. Arnaud, ton projet d'affaires le plus marquant? Ma compagnie. Attends, ironique? Ouais. Oui. Excuse-moi. Je déconne. Ton plus bel achat? Ableton. C'est? Ableton, c'est un logiciel de musique. Ok. Je l'avais craqué avant, puis finalement, je l'ai acheté pour vrai, puis là, il va fucking bien. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter ce genre de truc. Ah ouais, Non, faut c'est ça, investir. Voilà, Faut investis investir. quand tu veux travailler. Un rêve secret? Alors ça, c'est très difficile pour moi de répondre à ça parce que je te dirais qu'aujourd'hui, et puis ça va être vraiment... Pas d'explication de réponse la plus rapide? Coco, ouais, vas-y. Non, mais je sais pas. Attends. Ça va être lié à lui, et je suis désolé, ça va être de faire un centre belge, genre voilà. Ça va être ça. Je vais te dire ça parce que, très honnêtement, pour expliquer, c'est que je suis un gars qui est extrêmement chanceux, c'est que jusqu'à présent, j'ai réalisé tous mes rêves. Wow! Donc, tous mes rêves d'enfant que j'avais quand j'avais 7 ans, 10 ans, 15 ans, aujourd'hui, je les ai tous réalisés. Tous. Il n'y en a pas un seul que j'ai pas réalisé. Donc, c'est très difficile pour moi de répondre à cette Fait question-là. qu'on est rendu C'est au quoi? centre belge, straight up. man. Donc, bah ouais, c'est de pouvoir aller au Centre Bell, tu vois. Ah, bro, tellement mais cool. Centre Bell, déjà, ça serait déjà pas mal. La question, Et puis on verra. C'était ton rêve, un rêve Un secret. rêve secret. Un rêve Ben, secret. rêve secret. Moi, c'est pas un rêve secret de faire une tournée mondiale dans des centres belles, tu sais, mais je pense que mon rêve secret d'eau, c'est d'avoir Mais genre. c'était pas ta question, c'était la mienne. Non, mais vas-y. Non, vas-y. Non, je suis curieux. Différentes questions. Ouais, c'est chacun vrai. vous avez une question, mais vas-y, je Ok, moi, la c'est veux quand d'avoir même. genre 7 maisons dans le monde, mais pas des grosses maisons, des petites maisons, tu sais, avoir une place Ah, partout je dans le comprends. Un monde. pied à terre un peu partout. Ouais, exact. Mon Dieu, c'était ta question. Ta dernière. Tom, ta dernière question. Ta meilleure habitude de vie? Des smoothies le matin. J'adore. Ouais, moi, mes fruits le matin, là, oh, c'est tellement nul, quoi. Mais non, c'est parfait. OK, dernière section. Moi, j'ai une question. Ah, vas-y. Ta pire habitude de vie. OK, ouais. Go. Ta pire. Ta pire habitude de vie, c'est quoi? C'est secret. C'est secret. Je sais pas, fumer des tops en secret, genre. Ouais.
ça. Alors qu'il me dit qu'il a arrêté de fumer. Ah, ben c'est des on and off, là. c'est comme. Juste vite, pas, c'est correct. Mais j'aime mieux m'ouvrir là-dessus, genre, c'est difficile. Mais tantôt, là, on niaise, là, mais moi, j'ai reçu au podcast des gens, tu sais, qui étaient comme des entrepreneurs qui étaient quand même, je faisais de la coke le matin avant d'aller travailler shit. parce que, genre, j'ai un souci de performance, puis maintenant, j'ai arrêté, nanana. C'est des histoires, mais c'est trop intéressant. Puis là, on niaise, tu sais, avec des cigarettes, là, mais comme, c'est tellement intéressant, là, je trouve, ces histoires-là, tu sais, puis c'est tellement tabou, c'est tellement fermé. C'est dur de s'ouvrir là-dessus, c'est con, on se juge tellement nous-mêmes que... Tu sais, je veux dire, j'en fume des tops comme tout le monde devrait en fumer, mais j'ai tellement envie de pas en fumer que... Je sais pas si tout le monde devrait en fumer, mais bon, bref. Oui, c'est pas grave. Non, mais comme plusieurs fument déjà. Oui, c'est parce que je suis pas certain qu'on ait tous envie de pouvoir avoir un cancer des poumons demain, mais bon, c'est pas grave, ça, c'est un avis personnel. Non, je comprends. Dernière section, under ou overrated. OK? Fait que je vous dis un mot, vous me dites si d'après vous, c'est overrated dans la société qu'on vit ou c'est underrated. OK? Ou ça peut être aussi properly rated. OK? Fait qu'on y va en alternance, il faut que ça aille vite, OK? OK, fait que ça en premier? Ouais, en premier, OK? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, overrated? Oui, merci. Des covers. C'est totalement correct, non? C'est properly rated. Ouais. Un Big Mac. Overrated. C'est over? Ouais, dans le sens que moi, je kiffe pas les Big Mac. OK. Billie Eilish. Je pense qu'on l'a trop vu, donc over. Over! Je vais m'attirer énormément de foudre. Mais ça oui! fait mal. Mais oui, parce que j'ai l'impression qu'elle vend son âme au diable en ce moment. Elle était bien sur le premier album. Le deuxième album, on a l'impression qu'elle a vendu son âme au diable. T'es blessé, laisse-la vivre sa Non, mais tristesse. je te parle pas de sa tristesse et de ce qu'elle a vécu. Je te parle juste qu'à un moment donné, ça devient un produit marketing et c'est problématique. All right. Make sense. Les parties de maison, tu sais, de sous-sol. Là. Oh, underrated. Poster des vidéos sur YouTube. Bien correct. OK. Ouais. Le Nutella. Ouh. Le vrai Nutella, la brand Nutella. Ça passe. Ça passe. C'est chill. Drake. Ah, mais là, c'est toi qui allais... OK, Drake. Ouais. Ouh. Overrated. Je l'aime. Un peu overrated, mais je pense qu'il le sait lui-même. La marque Apple. Ton idole, c'est overrated. C'est overrated? Oui, même si je l'adore et tout, mais oui, parce que chaque année, parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'un jour on découvrira et que ça va être problématique. Je comprends. Star Academy. Overrated. Merci. J'allais dire ça aussi. Je comprends. Overrated. Hey, merci les boys. Mais là, tous mes amis comme ça. Merci les boys. Qu'est-ce que je peux vous mettre en description pour vous? Instagram, ton Spotify? Tous les plateformes sauf Twitter parce que je peux pas Twitter. Non, mais j'ai pas Twitter moi. Okay. Fait que, toutes les plateformes, je suis là. Ouais. Merci les boys, je vous souhaite que du succès, de l'amour. Trop d'or. Merci frérot, merci c'était vraiment intéressant. Merci. Et pour finir, oui. J'espère que on va pouvoir découvrir des nouveaux managers qui vont pouvoir entourer les artistes parce que je trouve que c'est un beau travail d'équipe à instaurer dans notre milieu artistique et tellement d'artistes pour le peu de managers qu'on a et ça, je pense que moi ça m'aide beaucoup à avancer donc je souhaite qu'il y ait des managers qui veulent partager des belles vies comme ça avec les artistes parce que c'est magnifique ce qu'on vit. On travaille comme des fous, mais c'est magnifique ce qu'on vit. Merci, boys. Merci, Neri. À bientôt.